Bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ma conférence aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laurent Guimard, je suis praticien en constellation familiale et je suis spécialisé dans la libération des mémoires émotionnelles et des liens transgénérationnels. Voilà. Alors, il faut savoir que avant d'être praticien, j'étais enseignant. J'ai passé 10 ans dans un lycée pour enseigner l'électrotechnique, l'informatique industrielle, et 10 ans au collège pour faire la physique appliquée. Et parallèlement à ça, je me suis formé dans différentes pratiques. J'ai également 20 ans de pratique dans tout ce qui est géobiologie, c'est-à-dire l'utilisation des baguettes que certains connaissent. J'utilise par exemple pour rechercher des perturbations telluriques, comme chercher de l'eau, chercher des failles. Tout ce qui est radiesthésie aussi, ça en fait c'est un petit peu la divination, d'aller explorer son hypersensibilité pour aller ressentir des informations que l'on a, donc avec un pendule. Bien sûr, je suis formé aussi en psychogénéalogie pour aller construire son arbre généalogique et aller identifier un peu des blessures cachées par rapport aux événements douloureux que nos familles ont vécus. Je suis formé également aussi en constellation familiale et plus particulièrement en constellation individuelle pour les travailler individuellement sur une problématique familiale. Je suis également formé en libération, ce que j'appelle des mémoires émotionnelles, tout ce qui est peur, tristesse, colère, mais aussi les loyautés. Voilà un petit peu mon parcours de 20 ans d'enseignement parallèlement à 20 ans de pratique énergétique. Alors aujourd'hui, on va voir une conférence sur les mémoires transgénérationnelles, comment s'en libérer. Alors qu'est-ce qu'une mémoire transgénérationnelle ? Vous avez certainement creusé un petit peu le sujet parce que vous êtes là aujourd'hui. On va dire qu'il s'agit d'informations énergétiques qui sont invisibles et qui sont laissées par les souffrances, par les traumatismes, les contrariétés qu'ont vécu certains de nos aïeux. Donc que ça soit une altercation, que ça soit par exemple la guerre, la perte d'un enfant, une obligation familiale. Donc des informations énergétiques qu'on ne voit pas, par contre qu'on va ressentir. On pourrait dire qu'il s'agit des émotions, des sensations, des sentiments produits par les chocs émotionnels qu'ont vécu nos aïeux et bien sûr par les événements douloureux qu'ils ont mal digérés. Alors nous pouvons comparer un petit peu toutes ces mémoires à une sorte de transpiration émotionnelle, quelque chose qui va rester dans l'arbre généalogique et qu'on va pouvoir percevoir en fonction de sa sensibilité et qu'on va s'imprégner. Alors, parce que si nos aïeux n'ont pas réussi à réparer ou à soigner leurs problématiques, ce qui leur est arrivé dans leur vie, à digérer et à dépasser l'événement, eh bien, ils vont nous laisser ces mémoires en héritage. Les souffrances, les mémoires de leurs souffrances pourront rester à errer dans l'arbre généalogique et pourront se transmettre de génération en génération. Et on pourra également, eh bien, en fonction de nos sensibilités, bien sûr, percevoir certaines de ces informations qui vont nous affecter. Et nous pourrons alors, bien sûr, hériter de leurs problématiques qui ne sont pas les nôtres. Des fois, on va se trouver enfermé dans des situations et en train de dire « mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer dans ma vie ?» Finalement, c'était quelqu'un d'autre dans la famille qui a été bloqué. C'est un petit peu ce qu'on va revoir aujourd'hui. Alors, il pourra s'agir de mémoires qui seront en lien, par exemple, avec une altercation vécue, une agression que j'ai moi-même vécu ou qu'un des membres de ma famille a vécu. Il pourra s'agir aussi de mémoires en lien avec un disparu de guerre. Par exemple, personne décédée malheureusement un petit peu trop jeune. Un décès imprévu, j'appelle ça. Il pourra s'agir aussi de mémoires en lien avec la perte d'un enfant, que ça soit une fausse couche, que ça soit un IVG. Grand-mère, elle a vécu des IVG, des fausses couches, des choses comme ça. Il y a toujours cette blessure qui vient et qui reste là, présent dans l'arbre. Il pourra s'agir aussi de mémoires en lien avec une obligation familiale. Par exemple, l'obligation de reprendre l'entreprise. Voilà, moi j'avais d'autres projets, finalement, non, je me reste coincé dans quelque chose qui ne me convient pas forcément. Donc c'est tout un tas de mémoires qui sont ici qu'on va voir et on va voir comment on peut les identifier avec différents outils et puis comment on va pouvoir aussi les libérer. Et bien sûr se dégager de tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la présence de ces mémoires pourra m'affecter. Affecter mon moral, qui est ici. En fait, c'est ma joie de vivre, qui est là, mon petit soleil, mon soleil intérieur. Il pourra générer en moi un grand mal-être invisible,
obscurcir mon moral. Il faut imaginer que toutes ces mémoires sont des gros nuages noirs qui viennent altérer ma joie de vivre, mon envie, mes projets. Et bien sûr, mes projets, mes rêves, ça va être d'être danseuse, par exemple, de chanter. Voilà. Est-ce que toutes les mémoires qu'on peut retrouver dans un arbre généalogique vont pouvoir m'affecter? Eh bien, en fait, la réponse est non. Pas forcément. Parce que si je ne suis pas sensible, si je suis dans le lâcher-prise, si je suis indifférent, on va dire, à l'histoire de ce qui a pu se passer, eh bien, je ne vais pas forcément être impacté par ce qui s'est passé dans la famille. Voilà, moi, je suis centré sur moi, connecté à mes besoins, à mes envies, je réponds à mes besoins, à mes envies, et je fais ce qui me plaît dans la vie. Voilà, je reste, on va dire, un petit peu en retrait par rapport à tout ce qui s'est passé. Par contre, si je suis hypersensible, hyper empathique, si j'ai beaucoup de compassion, je risque de me sentir fragilisé par toutes ces informations. Et je vais m'imprégner de tout ça. Oh là là, la grand-mère, il s'est passé ça. Oh là là, le grand-père, oh là là, oh, ça m'impacte. Et là, finalement, je peux être impacté. Et bien sûr, ma destinée peut aussi être influencée par ce que mes aïeux ont vécu ou ce qu'ils me laissent en héritage. Alors, comment identifier, réparer, se libérer des mémoires transgénérationnelles? C'est ce qu'on va voir ici, aujourd'hui, maintenant. J'utilise 3 outils. Le premier outil, c'est la psychogénéalogie. C'est-à-dire, en fait, d'aller faire son arbre généalogique pour aller identifier l'origine transgénérationnelle d'un mal-être. En fait, c'est d'aller essayer de retrouver dans l'arbre généalogique tous les petits nuages noirs qui peuvent altérer, obscurcir notre soleil de joie. Le deuxième outil, ce sont les constellations familiales, que vous avez peut-être certainement déjà peut-être pratiqué pour certains. Sinon, vous avez aussi la série sur Netflix qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. Vous pouvez regarder, c'est une petite série qui explique comment on peut rejouer certaines scènes et réparer certains événements familiaux. Donc on va rejouer, moi je vais utiliser essentiellement des Playmobil. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus, on va dire, ludique. Et on va aller réparer un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé. Et le troisième outil, c'est la libération énergétique pour aller raccompagner les informations indésirables, bien sûr, les émotions de peur, colère, tristesse, angoisse, etc. Et aussi raccompagner l'âme errante, le fantôme, parce que des fois, il reste aussi des présences du fantôme du grand-père qui n'a pas été honoré comme il faut et qui reste là à errer. Voilà, donc il y a 3 outils, psychogénéalogie, constellation familiale et libération énergétique. Et en fait, ces 3 outils, vous allez voir qu'ils ont un certain lien et une certaine logique. Parce que la psychogénéalogie, c'est un petit peu comme le contrôle technique d'une voiture. Pourquoi est-ce que ma famille ne tient pas la route? Pourquoi est-ce que ma voiture ne tient pas la route? Eh bien, je vais essayer déjà de faire un bilan pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'histoire. Ah oui, effectivement, la voiture ne tient pas la route parce qu'elle a les pneus lisses. Ah ouais, ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce que ma famille ne tient pas la route, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, j'ai juste compris, j'ai vu, j'ai pas réparé. Le deuxième outil, ça va être d'aller justement réparer. Je vais mettre les mains dans le moteur, dans le cambouis, etc. Je vais dévisser, je vais changer les pneus. Ok, je répare. Là, effectivement, c'est physique, c'est émotionnel. Pour ceux qui ont vécu des constellations, c'est quand même assez éprouvant. Par contre, on va ressortir, bien sûr, réparer. On va changer les roues. Mais j'ai remarqué qu'à la fin des constellations, il y a un petit truc qui bouge encore dans le coffre de la voiture. Alors oui, effectivement, la voiture, elle tient mieux la route. On a compris plein de choses, mais il reste un petit truc. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire ou qu'est-ce qu'on a oublié de recycler? Oui, vous n'avez pas recyclé, vous êtes reparti avec les pneus usagés dans le coffre. Voilà. Donc là, il va falloir, bien sûr, aller recycler les émotions, c'est-à-dire d'aller libérer les émotions. Recycler, on va dire, entre guillemets, l'âme errante ou le fantôme du grand-père qui est là. Parce que sinon, c'est pas tout à fait terminé. Donc moi, j'utilise dans mes séances, ces 3 outils, psychogénéalogie, constellation et libération. Alors, la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été inventé par Anne Ancelin, vous connaissez peut-être, c'est auteur du livre qui s'appelle Aïe mes aïeux. Elle a inventé une petite méthode qu'on va décrire ici qui va permettre d'aller identifier l'origine des blessures et quelles sont les blessures. Et on va voir ce qui peut m'impacter. Alors, on va prendre un petit exemple. Je reçois ici une dame
qui souffrent d'asthme, une absence de joie de vivre ici. Donc on va les faire sur l'arbre généalogique et au fur et à mesure, je vais vous décrire un petit peu comment ça se passe. On va noter à l'intérieur différentes informations. Donc bien sûr, c'est la fille, on va noter la date de naissance, la profession, les symptômes un petit peu, qu'est-ce qu'elle a, elle a de l'asthme, et puis aussi des choses un peu liées à sa naissance. Ici, on s'aperçoit qu'elle est prématurée à 7 mois. On va noter également les autres frères et sœurs. Dans ce cas-là, elle a un frère qui est 2 ans plus jeune, qui sera symbolisé ici par le petit personnage. On va également indiquer les parents, papa, qui est boulanger, la date de naissance, et puis maman. Voilà, donc jusqu'ici, rien de trop extraordinaire. Mais si on creuse un petit peu l'histoire, on va demander qu'est-ce qui s'est passé aussi. Est-ce qu'il y a eu des événements un petit peu douloureux? Et là, on s'aperçoit qu'elle me dit, oui, effectivement, avant moi, 2 ans avant, maman, elle a perdu un enfant. Donc finalement, la personne qui était l'aînée, eh bien, elle se retrouve deuxième. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant dans le ventre de maman. Donc on va noter, effectivement, ben voilà la sœur, et puis la date, bien sûr, de décès de l'événement. Donc c'était un enfant qui était prématuré, qui n'a pas réussi à être réanimé, etc. Voilà, des problèmes d'accouchement. Si on continue dans l'histoire, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres événements. Il y a eu une fausse couche 2 ans auparavant. Et puis, on s'aperçoit que il y a eu aussi un IVG 10 ans auparavant. Donc on s'aperçoit que finalement que notre personne, qui était l'aînée, elle passe la 2e, la 3e et la 4e. Parce qu'avant, il s'est passé des événements. Et très souvent, tous ces événements, on les fait pas apparaître dans l'arbre. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer, monter un petit peu plus haut. On s'aperçoit que le papa a un oncle. Lui, il est paysan. Il n'a pas d'enfant. C'est un jumeau. Donc les jumeaux, ils sont attachés par un petit peu comme les queues de cerise. Voilà, il y a une queue avec deux frères qui sont là. On va noter aussi les parents qui sont boulangers. La grand-mère qui est couturière. De l'autre côté, on s'aperçoit que la mère, elle va avoir un frère, qui est ici bien sûr l'oncle par rapport à la fille. On va noter la date de naissance. Donc il est né 4 ans auparavant. Et on va noter également les grands-parents. Alors c'est vrai que des fois on connaît les dates de naissance, des fois on les connaît pas, mais après vous verrez, c'est pas grave, même si on n'a pas toutes les informations, ça ne nous empêche pas de pouvoir travailler. Alors, si on regarde un petit peu de l'histoire, parce que ça c'est très important, savoir ce qui s'est passé. On s'aperçoit bien sûr que la grand-mère, elle a aimé éperdument un homme, qui est ici le grand-père, mais le grand-père, eh bien, il est parti à la guerre et il est mort le 18 mars 44. Tiens, c'est bizarre, moi je suis né aussi le 18 mars. Alors pas de la même année, mais voilà. Donc il y a des petites choses qui peuvent aussi rappeler en disant, tiens, une petite clochette, un petit drapeau qui dit attention, il y a peut-être des choses à aller voir. Donc il est mort étouffé, tué dans un bunker qui a explosé à cause d'un obus. La grand-mère, elle se retrouve veuve, toute seule. Regardez bien aussi les dates de naissance qui peuvent être importantes, parce qu'on s'aperçoit que la mère, elle, ici, elle est née 6 mois plus tard. Donc, la grand-mère, elle reste veuve avec un enfant de 4 ans, plus un bébé dans le ventre. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer là? Eh bien, le grand-père, il rentre de permission, ou avant de partir, crac-crac avec son épouse, il part à la guerre, et puis, eh bien, sa femme, elle tombe enceinte, mais lui, il ne sait pas qu'il attend un deuxième enfant. Vous verrez, ça, c'est assez important pour la suite. Donc, la grand-mère se trouve en deuil, son tendre et cher époux est mort, elle est toute seule, elle n'a pas de toit sur la tête, elle n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, et elle est obligée, pour survivre, de trouver une solution. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va être obligé de se remarier, d'essayer de trouver une solution rapide. En tout cas, une solution ici, la solution qu'elle a trouvée, c'est de se remarier avec quelqu'un d'un peu plus riche, un peu plus vieux qu'elle, qui va lui assurer, entre guillemets, la survie, mais surtout la survie à ses enfants. L'enfant qui va naître et l'enfant qui est déjà là. Donc elle s'est forcée à se marier
avec un homme qui est violent, qui est alcoolique, juste pour pouvoir survivre derrière, et notamment assurer la pérennité de ses enfants. Et puis pour ficeler le tout, elle va aussi faire un enfant, ou se forcer à faire un enfant, pour qu'elle puisse rester un petit peu dans le système. Voilà. Des fois, c'est des cas qu'on a comme ça. Derrière notre fille, si on continue un petit peu l'histoire, on lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé chez vous comme événement un petit peu grave, dramatique ?» Elle m'a dit « Moi, comme j'étais allergique à la farine, comme mes parents ont une boulangerie, mes parents m'ont mis en vacances chez mon grand-père, qui se trouve là-haut. Et comme c'est une personne qui est violente et alcoolique, je me suis fait agresser et j'ai eu très très peur chaque fois que j'ai été chez mon grand-père. Donc là, il y a une mémoire d'agression qui est là. Hein. C'est le petit nuage noir qui va apparaître. C'est des choses que la personne a personnellement vécues. L'autre côté, il y a aussi, mais vous m'avez parlé de boulangerie. Oui, parce que c'est la boulangerie de mon grand-père, côté paternel. C'est lui qui a créé l'âme de la boulangerie. Et comment ça se fait que vous êtes boulangère aussi? Il a fallu aussi reprendre l'entreprise familiale. J'ai pas pu faire autrement. On est boulanger de père en fille. Voilà. Donc j'ai une espèce de loyauté, d'obligation d'aller reprendre et puis aussi bien sûr d'aller honorer l'âme, ce que j'appelle l'âme de la boulangerie. Ce qu'on va voir ici représenté sous forme d'un petit fantôme. Donc haute mémoire et mémoire de loyauté qui se trouve ici, pour aller honorer le grand-père. On a aussi bien sûr le défunt mari qui se trouve là-haut, qui est mort à la guerre, dans d'atroces souffrances, il a été complètement étouffé. Et pourquoi j'ai de l'asthme? C'est peut-être pas que la farine qui me donne de l'asthme. C'est peut-être aussi le fait d'aller voir pourquoi est-ce que le grand-père d'aller voir les souffrances du grand-père qui sont là. Hein, le fait d'avoir été étouffé. Donc je peux porter aussi des mémoires d'étouffement qui sont pas forcément les miennes. Et puis il peut y avoir bien sûr aussi le fantôme du grand-père qui est là. Parce que tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'est pas allé honorer le grand-père, lui, il va continuer à frapper à la porte pour dire « Oh, moi, j'aimerais bien aussi être honoré. » On a des mémoires d'être endeuillé. La grand-mère qui porte le deuil parce qu'elle a perdu son mari. Elle était très amoureuse de ce mari. Le pacte aussi, des mémoires de pacte qu'elle a été obligée de faire en disant « Écoute, je te donne un enfant, mais toi, en compensation, c'est une espèce de petit arrangement, en compensation, tu vas donner le gîte et le couvert à mes enfants. » Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle se force à être dans une situation, à rester avec un homme qui ne lui convient pas, mais juste parce qu'il y a des intérêts aussi, intérêts de survie, liés à la survie. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Pour pouvoir protéger mes enfants, je suis prêt à me sacrifier, à rester dans une situation qui ne me convient pas. On va voir aussi des mémoires de non-reconnaissance. Parce que ce qui se passe ici, c'est que, comme je vous dis, un grand-père qui est parti à la guerre, il savait pas que sa femme était enceinte, il n'est pas au courant qu'il a une autre fille. Donc la fille, elle n'a jamais, entre guillemets, elle n'a jamais vu son papa. Elle n'a jamais été prise dans les bras. Donc il dit, mon papa, mais je le connais pas. Donc il y a des mémoires de non-reconnaissance. On verra aussi après les possibilités de conséquences là-dessus. La mère qui a fait un IVG. Ah oui, mais pourquoi elle a fait un IVG? Alors on va regarder aussi avec les dates de naissance, parce que là on s'aperçoit que l'IVG a été fait en 1961, elle est née en 1944, donc elle avait 17 ans. Donc on peut imaginer, alors elle n'était pas majeure bien sûr, mais aussi qu'on l'a forcée, que ses propres parents l'ont forcée, d'un côté ou de l'autre, à dire non mais toi vous n'allez pas faire des enfants, vous n'êtes pas mineur, donc on va évacuer un petit peu ce que vous avez fait. Donc la maman, elle peut se sentir coupable en disant « je suis tombée enceinte à 17 ans ». Ensuite, 10 ans plus tard, elle veut véritablement faire un enfant, mais là, il y a une fausse couche. Bon, là, elle est dépitée. Ça, c'est les mémoires que ressent la maman. Ensuite, elle fait un enfant, tout commence à bien se passer, à bien se développer, et malheureusement, il y a une naissance prématurée, et l'enfant n'est pas viable. Voilà. Donc là, elle est complètement dépitée, complètement effondrée. Donc ça, c'est tout un tas de mémoires qu'on peut retrouver dans l'arbre généalogique, et bien sûr qu'on va pouvoir, en fonction de sa sensibilité ou pas, hériter.
Et aussi, ce qu'il faut se passer, c'est que voir un peu au niveau aussi des personnes qui sont là. Hein, on a vu qu'il y avait voilà l'âme de la boulangerie, l'âme du grand-père décédé, mais aussi on n'a pas parlé de l'âme des fœtus. Et ça existe. C'est-à-dire que alors c'est en fonction bien sûr de ses croyances, hein, le fœtus, il va être aussi incarné d'une âme. Et l'âme vient généralement le premier jour, je l'appelle de la conception, c'est-à-dire 9 mois avant la naissance. Il y a une âme qui s'incarne et qui se dit « Super, je vais faire un beau voyage ». Hein, parce que nous, on est simplement des véhicules de transport, on est des taxis. Donc dans le taxi, il y a une voyageuse qui est notre âme, qui va s'incarner et qui se dit « Super, j'ai envie de découvrir le monde. Moi, j'ai envie d'être... bon, je sais pas, j'ai envie d'être fleuriste, j'ai envie d'être médecin. Voilà, j'ai des projets. » Et malheureusement, on interrompt mon projet. Donc la voyageuse qui s'est incarnée dans le taxi, elle dit « Mais moi, j'ai payé pour ce voyage sur Terre. Je me suis incarné dans ce fœtus-là. » Et on interrompt ce voyage. Donc je suis dans un espèce d'état de tristesse aussi, une grosse tristesse, de mélancolie, en disant mais moi j'ai rien demandé, pourquoi est-ce qu'on arrête mon voyage? Et bien sûr on peut avoir des problématiques aussi de d'âme errante, mais l'âme errante du fœtus. Alors je connais très bien, on va dire, ce cas, parce que moi j'ai vécu également ça. Enfin en tout cas mon ex-femme à l'époque a vécu cette situation. J'ai déjà une première grande fille qui avait à l'époque 6 ans, et on avait essayé de faire un deuxième enfant, et le deuxième enfant, ils sont aperçus à 7 mois de grossesse qu'il y avait une malformation cardiaque. Et donc le fœtus n'était pas viable, et il a fallu, les médecins nous ont proposé, la seule chose c'était de faire une interruption de grossesse. Donc là tout de suite, waouh, moi culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait cette malformation? Et puis, voilà, je me suis senti complètement déjà écroulé. Donc, alors derrière, j'ai fait un gros travail avec une psychologue pour me déculpabiliser en disant, Monsieur Guimard, c'est pas de votre faute si le fœtus il a eu une malformation, ça arrive. Et par contre, on va pas déballer ça sur la place publique. Il y a plein de personnes qui ont vécu ça, mais on n'en parle pas forcément parce que c'est un petit peu honteux. Hein, c'est pas très, voilà. Donc en ayant travaillé avec ma psychologue, je me suis dit déculpabiliser en disant ah ben ok, donc je comprends mieux la situation. Et j'ai réussi à avoir un certain apaisement parce que j'ai passé quand même 3 semaines faire des nuits blanches juste par rapport à ça en disant mais j'ai tué mon fils, j'ai demandé entre guillemets au médecin de pratiquer un IVG parce que l'enfant n'était pas viable, il n'y avait pas d'opération possible, on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Et puis cette tristesse, elle était toujours là. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose, dès que je reparlais de mon fils Sylvain, alors ça s'est passé en 2004, je repensais toujours à cette situation et puis ça allait pas, je me mettais à pleurer et puis vite je changeais de conversation parce que, regardez, il fait beau, voilà, pour pouvoir souffler un petit peu. Et puis je me suis aperçu, c'est que cette tristesse, c'était pas ma tristesse, c'était pas ma déception, c'était la déception de son âme. Donc il y avait l'âme de mon fils qui était là et qui me tirait. Et qui me disait, papa, je suis triste, viens t'occuper de moi parce que je suis malheureux, parce que je suis bloqué là, entre guillemets, je suis bloqué sur Terre, dans une espèce de non-vie, non-réalisation. Donc il a fallu que je fasse un travail énergétique. C'est un travail que j'ai fait avec un prêtre, où j'ai simplement fait une bénédiction. J'ai pris rendez-vous avec le diocèse, et j'ai fait une messe, et on est allé honorer mon fils Sylvain. Et d'un seul coup, dans l'église, j'ai senti un truc qui partait. Et je fais, waouh, c'est quoi ça? Et puis, waouh, ça va vachement mieux. J'ai senti un apaisement en moi, quelque chose qui avait lâché. Et depuis cette époque, j'arrive à pouvoir reparler sur cette situation sans me mettre à pleurer, comme auparavant. Voilà, donc je sais qu'il est parti, je sais qu'il y a quelque chose qui est parti, son âme est partie. Il est reparti, on peut appeler vers l'au-delà, de l'autre côté de la barrière. Voilà. Donc ça, c'est des choses que, en fonction bien sûr de sa sensibilité, qu'on peut retrouver. Donc être affecté par l'émotion de l'âme errante d'un fœtus qui reste là. Donc en fonction bien sûr de ce qui a pu se passer, il peut y avoir aussi d'autres, un enfant sans vie, d'autres souffrances. Voilà, un enfant qui est mort à naissance, cordon autour du cou, étouffé, c'est des choses aussi qui malheureusement arrivent. Et bien sûr, moi, en fonction de ma sensibilité, je vais pouvoir aussi m'imprégner un peu de tout ça. Voilà, donc ça, c'est la psychogénéalogie pour aller faire le contrôle technique de la famille, pour aller faire un petit peu le bilan, pour voir un peu qu'est-ce qui va pas. Voilà, c'est comme votre voiture, les plaquettes de frein, les pneus, les essuie-glaces, les phares, etc.
Voilà, pour l'instant, j'ai rien réparé. Les conséquences, c'est que derrière, qu'il va y avoir aussi d'autres problématiques. Par exemple, les problématiques d'héritage. Ben oui, parce que si jamais il y avait aussi quand même des biens du côté du grand-père, des choses, le grand-père, lui, rappelez-vous, il n'a pris conscience qu'il avait uniquement un seul héritier direct. Le grand-père, il n'est pas conscient que sa femme avait un enfant dans le ventre. Donc au niveau du partage, des fois on se dit, bah, pourquoi est-ce que c'est tout mon frère qui a et pourquoi moi j'ai rien? Bah, peut-être que le grand-père derrière, le parent géniteur, il n'est peut-être pas au courant. Voilà, différentes choses qui peuvent se passer. Il y a des problèmes aussi d'identité derrière. Parce que la grand-mère, là-haut, quand elle a conçu l'enfant, ok, le père biologique qui a donné la vie, c'est le grand-père qui est là, qui est violent alcoolique. Mais la grand-mère, elle pensait à qui quand elle a fait aussi l'amour? Hein, elle pensait à son défunt mari, c'est lui qui l'aime. Hein. Voilà. Donc des fois, on fait un enfant avec quelqu'un, mais on aime quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est assez un amour de jeunesse. Voilà. J'aurais bien voulu faire ma vie avec un tel, mais non, bah je peux pas. Donc voilà, c'est un choix par défaut, on va dire entre guillemets. Donc il y a des fois des problèmes en disant mais qui est mon papa du cœur, mon papa de la raison. Alors, ça c'est la première chose, on a fait le bilan. Maintenant, on va essayer d'aller réparer. Réparer avec une autre méthode qui s'appelle les constellations familiales. Alors, les constellations familiales, ça a été inventé par Bert Hellinger, que vous connaissez certainement. Donc c'est lui qui est à l'origine. Généralement, les constellations elles se font avec un groupe d'assemblée. On va demander aux personnes de rejouer les rôles. Est-ce que tu veux jouer le rôle de ma maman? Est-ce que tu veux jouer le rôle de mon papa, de ma grand-mère, de mon grand-père, etc. Et on va les placer. Alors moi, je le fais avec ce que j'appelle des représentants, des figurines, des Playmobil. Parce que c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, c'est beaucoup plus, on va dire, intime, parce qu'on travaille en individuel, uniquement moi et la personne. Et on va pouvoir aussi évoquer des souvenirs, des fois qui sont un peu perso. Hein, quand il y a eu des IVG, des fausses couches, des fois on n'a pas forcément envie de partager ça aussi avec une assemblée. Donc on va aller rejouer un petit peu cette partie, c'est-à-dire le grand-père. On va aller voir l'histoire du grand-père là-bas et du deuil de la grand-mère. Hein. Donc pour cela, on va avoir différents personnages. On va avoir un petit Playmobil qui va jouer le rôle de la personne qui vient faire la constellation, et qui est la boulangère, qui est asthmatique. Derrière, on va avoir sa mère, la grand-mère qui porte le deuil, et bien sûr, la figurine du grand-père décédé. Alors ce qui est bien, c'est que dans les constellations, on va pouvoir faire revivre les morts. Et bien sûr aussi pouvoir les faire parler et les faire exprimer ce qu'ils ont aussi sur le cœur. Voilà. Donc la personne qui va faire la constellation va venir choisir dans la grande boîte de Playmobil. J'ai une grande boîte avec 200 Playmobil et vous allez choisir la figurine qui vous représente vous, celle qui représente maman, celle qui représente grand-mère et celle qui représente bien sûr le grand-père. Et vous allez les placer. Là, je vous laisse faire. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et dans cette constellation, on va pouvoir faire parler aussi les personnages. C'est-à-dire, on va pouvoir faire aussi les présentations. Parce que, la mère, elle n'a jamais connu son père. Et encore moins, bien sûr, la petite fille. La grand-mère qui va parler, parce que la grand-mère, elle connaît tout le monde. Mon époux, je te présente ta fille et ta petite fille. Hein, elles sont nées après ton décès. Et le grand-père, il va pouvoir répondre. Je vous vois, je vous reconnais. Tu es ma fille biologique, tu es ma petite fille. Et là, en fonction de vos sensibilités, il y a des choses qui vont se faire en disant « Ah, je te vois, grand-père, waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. » Ma fille, je te présente ton père. Ah oui, je te vois, je te reconnais, tu es mon père biologique. C'est toi qui m'as donné la vie. Et bien sûr, je prends la vie que tu m'as donnée. Ma petite fille, je te présente ton grand-père. Et comme je vous disais, oui, je te vois, je te reconnais, tu es mon grand-père biologique. Grâce à toi, je suis en vie. Donc là, on va les reconnaître, on va aller aussi honorer la présence du grand-père et de ce qu'il nous a légué. Hein, ce qu'il nous a légué le plus profond, c'est la vie. Donc je prends la vie que tu m'as donnée. Alors, on peut tout reprocher à ses parents, mais la seule chose qu'on ne peut pas reprocher, c'est de nous avoir donné la vie. Sinon, ça veut dire qu'on est en train de se rejeter soi. Donc, on va continuer les phrases, c'est-à-dire que elles vont parler, en fait, c'est moi qui vais les faire parler. Je t'honore pour les souffrances que tu as subies.
je t'honore pour les sacrifices que tu as réalisés. C'est-à-dire qu'on va aller honorer le grand-père. Alors, non seulement ce qu'il a fait pour la guerre, non seulement le village qu'il a défendu, mais aussi bien tout ce qu'il a souffert, enduré, notamment l'étouffement. Voilà, le fait d'être mort aussi tout seul. Et le grand-père, il va parler, il va dire « Ma femme, je te remercie de t'être occupée de notre second enfant. » Donc ça va être important aussi que la mère, elle puisse aussi reconnaître tout ce qu'elle a fait. Hein, le fait de s'être remariée avec un autre homme, le fait d'avoir protégé aussi ses enfants. Donc le grand-père, il va aussi remercier tout ça. Le grand-père va pouvoir dire aussi « Je suis désolé d'être décédé à la guerre. Je n'ai pas pu faire autrement que de mourir. J'ai reçu un obus. Voilà. Je n'ai pas pu faire autrement. » Donc c'est aussi d'aller s'excuser parce que des fois, pour faire le deuil, il faut aussi pouvoir comprendre. Et le fait d'entendre, alors bien sûr c'est moi qui vais parler, pour entendre ces phrases, ça permet aussi de créer un certain apaisement pour la personne qui vit le deuil, mais aussi pour la petite fille qui se trouve là, qui fait la constellation. Il va dire « Je te remercie pour les bons moments que nous avons passés ensemble. Vous resterez toujours dans le fond de mon cœur. » Ça fait du bien de sentir ça. Voilà. Moi, je suis mort, mais vous êtes vivante. Ça, c'est très important, c'est-à-dire la transmission de flux de vie, c'est-à-dire que vous devez continuer à vivre. Il ne faut pas vous arrêter de vivre parce que moi, je suis mort. Donc, on va retrouver aussi, bien sûr, voilà, les mémoires du fantôme. Le fantôme du grand-père, l'âme du grand-père qui est là. La grand-mère, elle va dire aussi, voilà, je te remercie pour tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu resteras toujours dans le fond de mon cœur. Et pareil, les enfants et la mère et puis la fille va aussi prononcer, donc je ferai aussi prononcer des phrases. Là, je vous dirai quelle phrase à prononcer. Tu resteras toujours dans le fond de mon cœur. Toi, tu es mort, mais moi, je suis encore vivante. Voilà. Et vous allez ressentir aussi, ça fait du bien d'être en vie. C'est ce qui permet aussi d'apaiser. Donc maintenant qu'on a fait la réparation, on va aller libérer. Parce que quand on fait des constellations, il y a beaucoup de tension. Hein. Voilà, c'est très très émouvant pour ceux qui ont déjà participé. Voilà, il y a plein de choses qui sont là, qui sont sur le cœur. On est revenu en 1900, comme le jour où l'événement s'est passé. Mais on n'arrête pas une constellation comme ça. Hein. Derrière, il faut aller libérer aussi toutes les émotions. Libérer les peurs, les tristesses, les colères. Et en fait, d'aller raccompagner toutes ces émotions, d'inviter toutes ces informations à repartir pour qu'elles puissent être recyclées. Donc, c'est-à-dire les inviter, de les faire passer de l'autre côté de la barrière. C'est un petit peu comme si ici on avait le monde des humains qui est sur Terre, et puis un monde, le monde des esprits qui se trouve là-haut, au-dessus, en fonction de ses croyances. Le but, c'est d'aller raccompagner tout ça. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent. Je vais vous en citer 3 méthodes. La première méthode, c'est celle que j'avais expérimentée à l'époque où je suis allé voir un prêtre et puis on a fait une bénédiction pour aller raccompagner, honorer mon fils Sylvain. Je te remercie d'être venu et puis pouvoir partir. Alors, c'est vrai que l'église, c'est un lieu un petit peu sacré aussi, mais c'est un lieu où on peut se permettre aussi d'exprimer des émotions. C'est un lieu où on peut pleurer, on va dire, sans être jugé. C'est un lieu, c'est normal. Parce que très souvent, on nous dit « Non, mais arrête de pleurer, t'es grande fille, voilà, ça se fait pas de pleurer en public, etc. » Et là, l'église, c'est un peu la seule endroit où on n'est pas jugé lorsqu'on va exprimer aussi des émotions. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé dans l'église, c'est-à-dire que là, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré aussi un peu sa tristesse, tout ce qui était là, et puis aussi vraiment d'aller remercier, remercier mon fils d'être venu. Et bien sûr, alors, il y a 2 choses qui se passent lors d'une bénédiction. Il y a la messe, le chant, qui permet aussi de monter en vibration, monter en vitalité, c'est-à-dire de se connecter un petit peu de l'autre côté de la barrière, au monde des esprits, au plan... voilà. Et puis aussi d'aller reconnaître, d'aller honorer. Je te vois Sylvain, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, même si l'événement était très difficile. Voilà, tu peux partir dans la lumière. Et à partir de ça, comme je vous ai dit, waouh, un truc est parti. Donc bien sûr, j'ai aussi lâché des émotions dans l'église, ce qui paraît normal. On est des êtres émotionnels, on n'est pas des robots. Donc, on doit exprimer, quand on a de la joie, on doit exprimer cette joie. Et quand on a de la tristesse, on doit aussi exprimer cette tristesse. Voilà. Moi, j'ai pas encore vu un robot pleurer. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, ça va arriver, j'espère pas. Parce que là, on aura dépassé une frontière de non-retour. Mais en tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, on se doit d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur. Si on n'exprime pas, ça reste tout là bloqué, cric, cric, cric. Et après, les émotions non exprimées
vont se cristalliser sous forme de maladies ou d'autres choses. L'autre méthode aussi, c'est des méthodes un petit peu chamaniques. C'est-à-dire toujours pareil, d'aller se connecter au plan ésotérique avec la transe, avec plein d'artifices, voilà, avec des substances hallucinogènes, différentes choses, la danse, le chant aussi. Et puis aussi d'aller rejouer théâtralement les émotions. Le chamanisme, si on regarde un petit peu derrière, on s'aperçoit, on va rejouer aussi la colère du bison. On va rejouer la rage du loup. Donc il y a tout un tas d'animaux un petit peu symboliques qui vont pouvoir exprimer théâtralement des émotions qui vont être faites par ici le chaman. Et le principe c'est le même, c'est d'aller se connecter au plan ésotérique, le plan de l'autre côté de la barrière, monde des esprits, et puis d'aller rejouer théâtralement, d'aller honorer les défunts et d'aller aussi libérer des émotions. Alors c'est le chaman qui le fait aussi, libérer les émotions qui sont là, qui restent bloquées. On va vider les poubelles. Voilà. Et puis la technique que j'utilise, moi la technique énergétique, ça va être un petit peu la même chose, mais un peu plus simple. On va dire, c'est que je vais utiliser pour me connecter, utiliser le souffle, la respiration, ça s'appelle respiration holotropique, certains connaissent peut-être, le rebirth, c'est le fait juste de respirer rapidement. Vous avez peut-être entendu parler de ce type de pratique. Qu'est-ce que ça fait? Ou le souffle. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas que de souffler sur les feuilles. C'est que derrière, il faut voir ce qui se passe au niveau physiologique. Lorsque je respire rapidement, c'est comme quand je monte les escaliers, j'ai une hyper-oxygénation du cerveau. Et quand vous arrivez au sommet des escaliers, oh là là, j'ai la tête qui tourne, oh là là, je vois tout flou, ça va, je vais m'évanouir. Ouais, je suis en train de planer. Parce que j'ai une hyper-oxygénation du cerveau et je plane comme le chaman qui rentre en transe. Comme un chant biblique où on va venir se connecter et planer. Donc la respiration, et en fonction de sa sensibilité, quelques respirations rapides permettent d'oxygéner rapidement le cerveau et puis de rentrer dans un petit état un petit peu méditatif. C'est très rapide à faire. Et puis derrière, bien sûr, l'expression émotionnelle de l'événement et bien sûr d'aller honorer. Alors il y a toutes les phrases psychomagiques que Bert Hellinger a écrit. Je t'honore pour toutes les souffrances que tu as vécues. Je t'invite à partir vers le ciel. Mais aussi on va aller exprimer théâtralement des émotions. Donc exprimer la colère, c'est le fait d'aller taper dans les mains. Exprimer un manque affectif, se prendre dans les bras. Exprimer une honte, je vais me cacher. Exprimer une peur, je vais claquer des dents. Exprimer une tristesse, bien sûr, je vais me mettre aussi à pleurer. Donc ces émotions qui sont là, c'est pas mes émotions, mais c'est les émotions qui vont être laissées par la constellation. Les émotions laissées par la grand-mère qui est en deuil. Les émotions laissées par le défunt qui est parti. Les émotions laissées par la mère qui n'a pas connu son père. Donc tout ça, il va falloir les exprimer, les extérioriser, bien sûr les évacuer. Donc moi, je vais utiliser beaucoup le souffle, comme je dis, et puis bien sûr aussi le jeu théâtral pour aller aussi rejouer, pour aller aussi faire voir à la personne qui vient faire la constellation toute la souffrance que sa mère, sa grand-mère aussi a endurée, ou son défunt grand-père. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle un petit peu du nettoyage aussi énergétique, où on va aller vider les poubelles, c'est-à-dire vider tout ce qui est dans l'arbre généalogique, et bien sûr après avoir identifié tout ce que l'on a, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, donc je reçois, mais en présentiel, pour des consultations individuelles de 2 heures. Donc en présentiel ou en distanciel, ça marche aussi en visio par WhatsApp. Et pendant la séance, je vais utiliser les 3 outils en même temps, pendant la séance de 2 heures. Donc la psychogénéalogie pour aller faire rapidement votre arbre généalogique, identifier les blessures, ce que vous avez hérité. Les constellations familiales en individuel pour aller rejouer les scènes. Et bien sûr, la libération des émotions et des liens transgénérationnels pour aller couper les liens et ramener toutes les informations, inviter toutes les informations à partir. Voilà. Alors je suis également auteur du livre Le Grand Manuel de l'énergéticien qui est paru en septembre dernier. Alors vous le trouvez bien sûr ici sur le salon, mais également à la Fnac, chez Amazon, Cultura ou d'autres libraires. Et dedans vous allez retrouver de façon résumée, de façon pédagogique, de façon simple, claire, nette et précise, comment fonctionne un petit peu l'énergétique, comment fonctionne tout ce que j'ai expérimenté depuis 20 ans. Alors c'est-à-dire aussi bien la psychogénéalogie, comment faire son arbre généalogique très facilement, comment faire des constellations,
assez facilement avec les Playmobil par exemple. Donc, je vous expliquerai aussi plein de choses, les placements, il y a plein de photos, une grande illustration. Je vous expliquerai aussi bien comment fonctionne un chaman, comment on peut libérer aussi facilement des informations émotionnelles, raccompagner l'âme errante d'une personne. Bien sûr, comment on va utiliser aussi le pendule. Alors le pendule, c'est un outil supplémentaire qui permet un peu comme quand vous allez chez le médecin de faire un diagnostic. Alors, le médecin, il va vous prendre votre tension, il va vous regarder le fond de l'œil, il va vous ausculter. Et bien moi, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais utiliser aussi des planches de radiesthésie pour savoir un petit peu de quel côté, est-ce que c'est du côté maternel, du côté paternel, que viennent votre problématique. Voilà, donc c'est un outil un petit peu de diagnostic en utilisant son hypersensibilité, un petit peu son don de voyance, de prédiction. On va avoir également dans le livre, bien aussi tout ce qui est aussi baguette coudée, qui va servir non seulement à rechercher les failles, les cours d'eau, mais aussi à faire ce que j'appelle un bilan énergétique, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu la vibration aussi, la taille de la vibration de votre âme. Alors c'est des choses que je n'ai pas forcément parlé, mais c'est-à-dire que si vous arrivez à être bien dans votre peau, je suis dégagé de tout mon passé, j'avance, j'écoute mes besoins, je réponds à mes besoins, eh bien mon âme, elle va vibrer naturellement et waouh, c'est génial. Je vais être en phase avec moi, je vais être aligné, je vais vibrer. Donc je vais avoir un certain corps énergétique qui fait environ 2 mètres. Mais malheureusement, si j'ai vécu des choses assez lourdes, eh bien, ou hérité d'un passé familial un petit peu difficile, eh bien je vais perdre ma joie de vivre, je vais perdre ma vitalité et bien sûr mon corps énergétique va diminuer, la vibration de mon âme va s'atténuer et je vais me retrouver dans un espace de tristesse et mélancolie. Donc les baguettes me servent généralement à faire un diagnostic, c'est ce que je fais au début de la séance. Je mesure un petit peu, voir où vous en êtes dans votre vie, est-ce que vous êtes connecté à vous ou est-ce qu'il y a des événements familiaux qui ont fait que j'ai perdu ma connexion. Je n'arrive plus à retrouver le sens de ma vie. Et ça, on le voit assez facilement. Je mesurerai aussi, bien sûr, un niveau de vitalité avec le pendule. Je poserai des questions pour savoir si ça vient côté papa, maman. Et puis, bien sûr, après, on va les identifier avec la construction de votre arbre généalogique. D'où vient votre problématique? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Est-ce que c'est des choses que j'ai vécues moi-même? J'ai vécu une agression? Est-ce que c'est mes parents qui ont vécu aussi des événements douloureux? Voilà, on ira rejouer avec les constellations familiales. Et bien sûr, j'irai libérer en allant rejouer théâtralement les émotions du grand-père qui est décédé, de la grand-mère qui est en deuil, de la mère qui n'a pas vécu, qui n'a pas connu son père, etc. Voilà. Donc je reçois, comme je l'ai dit, en consultation individuelle ou par Skype pour les personnes qui sont un petit peu loin. Je suis sur Chambéry, vous connaissez certainement. Je suis à l'espace L'Oreca, ça fait 8 ans que j'exerce là-bas, j'ai mes bureaux et donc je vous accompagnerai pour aller identifier un peu l'origine de votre mal-être et puis bien sûr d'aller libérer les mémoires émotionnelles et les liens transgénérationnels qui vous empêchent d'être bien dans votre vie. Voilà. Donc j'espère que cette conférence vous a plu. Je reste à votre disposition. Je suis sur le stand de 36 pour les personnes qui veulent me rencontrer ou qui veulent me laisser aussi leurs coordonnées pour que je puisse leur envoyer le lien par exemple de la vidéo que vous retrouverez aussi sur YouTube ou alors répondre à votre question. Voilà, merci à vous, merci, et puis merci, à très vite.